Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Bonjour à tous, imaginez un peu la Croisette, un après-midi du mois de mai. Le soleil tape sur les vitres du palais des festivals, donc on est à Cannes, vous l'avez compris, les caméras sont braquées sur les marches, les flashs crépitent. Mais derrière les sourires des acteurs et les robes des créateurs, l'air est un peu tendu. C'est pas un film qui agite Cannes cette année-là, c'est une véritable guerre, une guerre invisible, culturelle, j'irais presque jusqu'à dire technologique. On est en 2018 et pour la première fois depuis sa création, le Festival de Cannes interdit tout simplement l'accès à la compétition officielle à une entreprise qui n'a rien d'un studio de cinéma, Netflix. Tout film qui souhaite concourir pour la Palme d'Or devra sortir dans les salles françaises, déclare alors Thierry Frémaux, le délégué général du festival. Une phrase simple, mais en fait très lourde de sens. Elle vise une société américaine qui, à peine 20 ans plus tôt, livrait encore des DVD par la poste, imaginez un peu. Ce jour-là, sur la Croisette, le monde du cinéma comprend que quelque chose d'irréversible vient de se produire. Un acteur venu du numérique, intégralement de la Silicon Valley, ose venir défier le plus prestigieux festival du monde. Et il n'a même pas besoin de tapis rouge pour le faire. Il lui suffit d'un écran, d'un clic, d'un abonnement. Du coup, Netflix boycotte Cannes. Ted Sarandos, son directeur des contenus, l'annonce froidement. Nous voulons être sur un plan d'égalité avec les autres cinéastes. Si Cannes veut rester bloqué dans le passé, c'est son choix. C'est dit, le ton est posé, les modernes contre les anciens, c'est vieux comme le monde. Derrière cette phrase, vous avez effectivement un affrontement de civilisation, celui des salles obscures, des bobines et du grand écran, contre celui des écrans connectés, des algorithmes, de la personnalisation. L'un vit de la rareté, du rituel et du silence. L'autre se nourrit du flux, de la répétition et de l'instantané. Entre les deux, une question. Que devient le cinéma quand il n'a plus besoin du cinéma ? Et pendant que les critiques débattent sur la place du 7e art à l'ère du streaming, Netflix continue d'étendre sa toile. 125 millions d'abonnés à travers le monde, 8 milliards de dollars investis dans les contenus chaque année, et un nouveau film produit par Martin Scorsese, The Irishman, prévu pour 2019. Un film de Scorsese, vous avez bien entendu, produit non pas par un studio, mais bien par une plateforme en ligne. C'est plus qu'un tournant, c'est un véritable séisme. Parce que cette plateforme, qui se rêvait simple vidéoclub en ligne, s'est transformée en véritable empire culturel. Elle ne se contente plus de diffuser. Elle produit, elle écrit, elle façonne même nos goûts. Elle a inventé une habitude, un mot, un mode de vie, le binge-watching. Regarder sans s'arrêter, dévorer des séries comme on avale un roman d'un seul trait. Derrière chaque image, un calcul, derrière chaque recommandation, un algorithme, et derrière chaque série à succès, une intuition, celle qu'en observant assez longtemps nos comportements, on peut prédire ce que nous allons aimer, parfois même avant que nous le sachions nous-mêmes. Alors, comment tout ça a commencé ? Comment une petite société californienne a-t-elle bouleversé un siècle de culture audiovisuelle ? Et que dit cette histoire de nous, spectateurs du XXIe siècle, connectés, distraits et assoiffés d'images ? Parce que l'histoire de Netflix, c'est pas seulement celle d'une entreprise, c'est celle d'une révolution, une révolution silencieuse qui a transformé notre rapport au temps, au choix et à la culture. Une révolution née d'une frustration banale, un DVD rendu en retard, est devenu un système mondial où tout semble accessible tout le temps, à n'importe quel moment. Une révolution qui, au passage, a quand même forcé Hollywood à se réinventer, les télévisions à se battre pour leur survie et les spectateurs à devenir des utilisateurs. Au fil de cette émission, on va remonter le fil de cette aventure hors norme, des débuts bricolés dans un garage californien, comme toujours, comme le veut la coutume, à la conquête planétaire du streaming. Des batailles contre les géants de la télévision à l'arrivée en France dans le pays de l'exception culturelle. Des premières séries cultes, House of Cards, Stranger Things, La Casa de Papel, jusqu'à la guerre des plateformes qui déchire aujourd'hui le monde du divertissement. Mais encore une fois, au-delà des chiffres et des succès, une autre question nous hante. Qu'est-ce qu'on va perdre quand tout va devenir disponible ?
quand la rareté disparaît, quand l'attente n'existe plus, quand chaque désir trouve instantanément son écran. Ça me fait penser à la chanson de Johnny Hallyday, qu'on me donne l'envie d'avoir envie. L'envie d'avoir envie, c'est quelque chose d'important que les jeunes ont oublié ou en tout cas n'ont jamais connu. À la fin de cette émission, peut-être qu'on verra Netflix autrement, non plus comme une simple application sur nos téléphones, mais comme le miroir d'un monde nouveau, celui où la culture est devenue un flux et où nous, spectateurs, on est devenus finalement les produits. Bienvenue donc dans Netflix et compagnie, les coulisses d'une révolution, une plongée dans l'empire du streaming, là où se joue en silence l'avenir même de nos imaginaires. On raconte souvent qu'une idée de génie naît en général d'un détail. Un grain de sable dans la mécanique du quotidien, une contrariété, vous savez, la contrariété minuscule qui finit par ouvrir un monde. Pour Reed Hastings, ce grain de sable aurait pris la forme d'un PV, une amende, une pénalité de $40 pour un film rendu en retard chez Blockbuster, le grand roi du vidéoclub américain. Humilié, vexé, il aurait juré de ne plus jamais subir pareille injustice. Et du coup, de cette irritation domestique serait née une entreprise qui bientôt allait ébranler Hollywood et le monde. Alors c'est une belle histoire, c'est vrai, mais c'est une histoire inventée. La vérité est plus subtile et sans doute finalement plus intéressante. Reed Hastings n'a jamais rendu en retard une cassette. En revanche, il a un talent rare, celui de voir venir les ruptures avant les autres. Il est ingénieur, diplômé en intelligence artificielle à Stanford. Il a déjà vendu sa première entreprise, Pure Software, pour une somme considérable, $75 millions. Vous voyez, donc de quoi prendre une retraite paisible à 40 ans à peine. Donc rendre un DVD en retard, on ne peut pas dire que ça le gêne tellement. Mais Hastings n'est pas de ceux qui se contentent de contempler leur succès. Il veut bâtir quelque chose de plus grand, de plus utile, un simple service efficace, presque élégant dans son fonctionnement. Et c'est comme ça qu'en 1997, c'est-à-dire hier matin, dans la ville californienne de Los Gatos, naît Netflix. Contraction de net pour Internet évidemment et de flix pour film. Un nom court, presque anodin, mais déjà tourné vers l'avenir. Avec son associé Mark Randolph, un spécialiste du marketing, il va imaginer un concept inédit, un service de location de DVD par correspondance. Alors on choisit ses films sur Internet, ce qui à l'époque est encore un geste futuriste, faut quand même imaginer ça. On les reçoit chez soi et on les renvoie par la poste, sans pénalité de retard, sans guichet et sans attente. Un Netflix avant Netflix. Et le pari paraît complètement fou. En 97, Internet n'a rien du réseau qu'on connaît aujourd'hui, ultra rapide, etc. La connexion grésille, le modem, vous savez, les siffles, tout ça. Les images se chargent lentement. Enfin bon, j'ai pas besoin de vous raconter la vie, vous l'avez connu comme moi, en tout cas la plupart. Mais Hastings, lui, il y croit. Et son intuition, c'est que la technologie va finir par rattraper son idée et que le moment venu, ceux qui auront su s'y préparer seront déjà prêts à changer le monde. Et dès le départ, Netflix ne se contente pas d'envoyer des disques. Hastings et Randolph veulent comprendre leurs clients. Ils veulent savoir pourquoi ils louent un film et quand ils le regardent et ce qu'ils aiment et ce qu'ils détestent. Donc pourquoi, quand, ce qu'ils aiment et ce qu'ils détestent. Et pour ça, Hastings va mettre à profit son bagage scientifique. Il va développer les premiers algorithmes de recommandation. Vous savez, c'est ces ensembles de règles qui sont capables d'analyser des goûts, de prévoir des préférences, d'anticiper des comportements. Un mot encore inconnu du grand public, mais qui 20 ans plus tard régnera sur le monde, c'est le cas actuellement. Ce que Netflix invente, sans le savoir, c'est la première machine à prédire le plaisir. Au tournant des années 2000, le modèle décolle lentement. Faut être honnête, les clients commandent en ligne, reçoivent leurs DVD dans de petites enveloppes rouges reconnaissables entre mille et se prêtent au jeu. Le système d'abonnement mensuel, $15,95 pour un accès illimité, séduit évidemment les familles, les cinéphiles et ceux qui détestent attendre dans les files d'attente des vidéoclubs. En quelque sorte, Netflix devient un peu, pour nous Français, la redoute, vous savez, du cinéma, un catalogue géant qu'on feuillette depuis son canapé, puis on commande et on n'a plus qu'à le recevoir. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.